Nous sommes le 10 septembre 1954, vers 22h30, à Carouble, une petite ville voisine de Valenciennes dans le nord, comptant environ 3000 habitants à l'époque. Ce soir-là, un certain Marius de Wilde, ouvrier métallurgiste qui habite la maison du garde-barrière numéro 79 de la ville, est chez lui en train de lire une revue, tandis que sa femme et ses 2 enfants sont à l'étage. Une soirée ordinaire et tranquille quand soudainement, le chien de la famille se met à aboyer, d'une façon étrange, comme s'il était effrayé. Intrigué par la manière dont le chien aboie, Marius se munit d'une lampe et sort de la maison. Il faut dire que c'est un gaillard costaud qui n'a pas froid aux yeux. En sortant, il aperçoit une masse sombre qui est posée sur la voie ferrée et il lui est impossible de déterminer avec exactitude ce qu'il voit. Il se dit que c'est bizarre, mais c'est probablement un chariot de récolte. Alors qu'il est dans ses pensées, des pas commencent à se faire entendre. Et l'homme, intrigué par la situation, se prépare à affronter d'éventuels braconniers qui rôderaient dans les parages. C'est alors que 2 petites silhouettes s'approchent. Il braque sa torche dans leur direction et aperçoit avec effroi 2 petits êtres d'environ 1 mètre qui se dressent devant lui. La lumière de sa lampe se reflète sur eux et visiblement, ils sont munis d'une combinaison et de ce qui pourrait s'apparenter à un scaphandre. Et il lui est impossible de voir leur visage, ni leurs bras d'ailleurs. Marius n'en croit pas ses yeux. Il s'approche des 2 entités qui se trouvent à une vingtaine de mètres de lui, quand une idée lui vient à l'esprit. Ces humanoïdes sont petits, tandis que lui est plutôt costaud et bien plus grand qu'eux. Pourquoi ne pas en saisir un pour le montrer à tout le monde? Une bien drôle d'idée, qui va l'amener à foncer sur l'un des êtres, mais il va être stoppé net par un rayon lumineux provenant de la masse sombre, qui va le paralyser complètement. Les 2 humanoïdes s'empressent alors de rejoindre la masse sombre, qui est en fait leur appareil. Un bruit mécanique se fait entendre, et les êtres montent à l'intérieur. L'objet décolle dans un sifflement, et envoie de l'air en direction de Marius. Finalement, il se transforme en une orbe rouge flamboyante et disparaît dans le ciel nocturne. Après avoir un peu repris ses esprits, De Wilde va réveiller sa femme, puis un voisin. Il court ensuite à la gendarmerie d'Onain, qui se situe à 2 km de là, mais il ne pourra pas y témoigner. Il se rend alors au commissariat de police, où il arrive vers minuit. Le commissaire Goucher accepte de l'entendre. De Wilde tremble de peur, et Goucher écarte l'hypothèse d'un canular, et son rapport va déclencher l'enquête. Une enquête sur le terrain, avec des compteurs Geiger pour détecter la radiation. Radiation qui va s'avérer, selon les sources que j'ai pu trouver, supportable pour l'être humain et les animaux. Sur la voie ferrée, 3 traverses de bois portent les mêmes marques. 5 enfoncements de 4 cm² disposés de manière symétrique. Elles correspondent à un poids de 30 tonnes environ, selon l'estimation des ingénieurs des chemins de fer qui sont consultés. L'armée de l'air, la police et même des Américains vont s'intéresser au cas et vont interroger Marius de Wilde, sans oublier les médias qui vont filmer cette fabuleuse interview. Dans le nord de la France, à Carouble, nous rendons visite à M. Marius de Wilde, l'homme qui prétend avoir vu en pleine nuit une soucoupe volante et ses 2 passagers. Alors, M. de Wilde? Alors j'ai entendu mon chien qui criait pas normalement. Alors je n'y ai pas fait cas au départ. Et c'est après que j'ai eu envie de pisser, je suis sorti. Je me suis donc approché donc ici, vous voyez. Et ce qui s'est passé, j'ai vu 2 hommes, je vous dis, 2 êtres. Alors c'est là que je pensais... À quelle distance étaient-ils de vous? À peu près, vous voyez, pour traverser le chemin, à peu près à 4 mètres. Sur ce chemin de terre, là? Sur ce chemin de terre, là. 4 mètres, oui. Oui, 4 mètres. Alors décrivez-les-nous, ces 2 hommes. Ces hommes, je les vois plutôt petits, à peu près 80 cm à 1 mètre. Oui, à peu près comme ça, vous voyez. Pas moins haut que la balustrade. Vous allez pouvoir me les dessiner tels que vous les avez vus, ces Si bons vous voulez, hommes? oui. C'est quoi, ça? Ça, c'est la tête, ça. Puis ça, vous voyez, c'est la climare. Là, comme je les vois, là, tous les 2... Ils n'avaient pas de bras? Je ne vois pas les bras. Je ne fais pas attention aux bras. C'est alors qu'un rayon vert a paralysé le témoin. Ben, j'ai voulu crier, j'ai voulu mettre ma main au visage. Impossible. Je suis resté comme ça. On aurait dit qu'il y avait une force invisible qui me retenait, vous savez. Formidable. Alors aussitôt, j'ai couru là, directement à l'endroit où était l'appareil. Ici, où nous devons découvrir les traces. Je vois qu'elles ont été entourées de blanc. Et il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8... Alors ça représente quoi? C'est le polygone de sustentation de l'appareil? Qu'est-ce que c'est? Moi, je ne Ah ça, comprends écoutez, rien. ça je pourrais rien vous dire. Hein. D'après la police de la voie, là, pas la police de la voie, mais la police de l'air, elle a fait des mesures. Alors votre soucoupe est là. Oui. Comment est-elle partie? Ma soucoupe est partie à la verticale, peut-être 40 mètres. Et tout de suite, comme ça? Alors c'est là qu'elle a pris son aspect comme une boule de feu. Vous savez, je l'ai vu partir dans la direction.
Cette histoire est fascinante à plusieurs égards. Elle est ancienne et il est difficile d'obtenir des images de bonne qualité, ainsi que des informations sur les témoins. Vous allez me dire, pourquoi en faire une vidéo alors ? Eh bien, cette affaire, qui va prendre des proportions médiatiques énormes, est le point de départ de ce que l'on va appeler par la suite la vague de 1954. Pendant 3 mois, de septembre à décembre, la France est assiégée par les observations d'OVNI et les rencontres du troisième type. On recense plus de 2000 cas, avec parfois plus de 60 observations par jour. C'est historique au niveau de l'ufologie, et je dirais même qu'elle mérite une playlist sur la chaîne. Alors, Marius de Wilde était-il un affabulateur ? Tout d'abord, Marius était gitan. Il faisait partie de la communauté des gens du voyage, et à l'époque, malheureusement, ces personnes étaient mal vues, voire très mal vues. Il n'aurait eu aucun intérêt à inventer une telle histoire et à attirer l'attention sur soi, surtout pour faire honte à une communauté déjà très marginalisée. De plus, l'homme n'était pas connu pour être fou, mais plutôt travailleur, bien qu'un peu bagarreur. Un autre élément qui à mes yeux est très troublant. Le jour même, le 10 septembre 1954, à 20h55, soit à peu près 1h30 avant la rencontre, un homme nommé Antoine Mazot, qui habite le hameau de Mouriras, en Corrèze, fait la rencontre d'un petit être de la taille d'un enfant, avec sur la tête une sorte de casque transparent. L'humanoïde, après avoir été en contact avec l'homme, repart et s'envole dans un appareil lumineux, de très fortes similitudes avec l'affaire de Wilde. Et il y aurait des témoins, notamment un des voisins, qui aurait vu un objet lumineux, rouge-orangé, le même jour et à peu près à la même heure. J'ai trouvé aussi un article intéressant. En 1991, lors d'une conférence sur les ovnis à Arras, une dame, entre 50 et 60 ans, prit la parole pour nous faire part de son témoignage. Le jour où Marius de Wilde fit sa rencontre avec les extraterrestres, cette dame était présente à Carouble, pas très loin de la maison, et aurait vu le vaisseau s'envoler dans le ciel, dans un halo de lumière rouge. Il y aurait eu aussi, 2 à 3 jours plus tard, des cas de mutilation animale, des poules et 3 vaches mortes, vidées de leur sang et de leur moelle épinière. Et c'est bien ça le problème de toutes ces histoires. Il y aurait eu. Il faudrait refaire une enquête de terrain approfondie. Et le souci est que l'histoire est assez vieille. Maintenant, parlons un peu de ce qui a été reproché à Marius de Wilde. L'homme n'a pas connu la gloire ni la richesse. Il a déménagé à Tours et a poursuivi sa vie. Cette histoire lui a plutôt apporté plus d'ennuis qu'autre chose et a fait des déclarations qui l'ont rendu ridicule aux yeux de nombreuses personnes. Il a d'ailleurs sorti un livre avec Roger-Luc Marie, intitulé « Ne résistez pas aux extraterrestres », dans lequel il prétend avoir été séquestré et torturé par les services secrets. Il prétend également avoir découvert et caché une mystérieuse mallette d'origine extraterrestre que les 10 services secrets seraient venus récupérer. De plus, il affirme avoir eu plusieurs rencontres avec ces êtres et aurait même effectué un voyage à bord de leur vaisseau à plusieurs reprises. Plusieurs ufologues sont allés le voir et il a fait des déclarations de plus en plus folles, allant jusqu'à dire qu'il détenait des matériaux extraterrestres et être régulièrement en contact avec eux. Il affirmait également être constamment surveillé par l'État. J'ai retrouvé une interview datant de 1980 où on le voit bien plus âgé, avec un bras en moins, qu'il aurait perdu dans des circonstances étranges. Dans cette vidéo, on peut voir Marius en train de raconter son histoire. Et cette fois-ci, je dois avouer que le personnage paraît convaincant et animé par ses émotions. Qu'est-ce qui s'est passé exactement au mois de septembre 54 ? C'est un jour qui est très loin, mais je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. C'était, je crois, le 10 septembre 1954. Je lisais mon journal donc dans ma petite salle de séjour, assis à ma table, et cette histoire m'intéressait terriblement, puisque je suis un ancien matelot. Alors je lisais cette affaire de l'abeille qui a été perdue corps et bien dans le Nord, et j'étais bien mal pris dans ce journal. Mon chien s'est mis à aboyer, mais des aboiements étranges. Alors je suis sorti comme un grand garçon. Il y a toujours des braconniers qui passent dans cet endroit. Alors j'ai dit, c'est peut-être des braconniers. Donc je suis sorti, le temps que mes yeux se fassent à l'obscurité, et je me suis retourné, j'ai vu une masse sombre sur la voie. Alors cette masse sombre m'a semblé pour moi étrange, parce que je savais qu'on ne laissait pas de wagon ni de charrette de foin. Et je reviens à mes idées, comme ça je pensais toujours à cette histoire de la baie, et j'entendais pas donc de l'autre côté. Et je dis, j'ai peut-être des braconniers. Alors j'attends. Et je vois ces êtres qui s'approchent de moi
Je suis en une vingtaine de mètres et dans un moment, il se passe presque à côté de moi. Je vois que c'est des êtres qui sont petits. D'un seul coup, une idée m'est venue. J'ai pensé que pour moi, c'était des martiens, comme on appelait ces hommes dans ces moments-là. Comme vu ma force, je dis, comme ils sont petits, je vais m'en saisir d'un. J'ai au moins une preuve tangible pour les gens. Alors là, il y a eu quelque chose dans ma tête, peut-être une espèce de rébellion. J'ai voulu me mettre à courir, et de cet engin noir qui se trouvait de l'autre côté, un rayon est sorti, qui m'a complètement paralysé. Ils sont repartis, ils ont monté dans l'engin, mais j'étais toujours sur ce rayon. Alors beaucoup de gens ont dit que le rayon était vert, le rayon était jaune. Moi, je ne saurais pas me souvenir de cette couleur, parce que j'étais tellement pris dans ce moment, tellement de peur, qu'on oublie beaucoup de choses. Et ces gens étaient montés dans cet appareil. J'ai entendu un léger bourdonnement, un peu de chaleur, comme si on disait qu'il y avait du foin qui était coupé. Et l'appareil a commencé à s'envoler. Donc le rayon s'est arrêté. J'ai retrouvé l'usage de la parole, tout ça. J'ai crié, j'ai appelé ma femme, j'ai appelé mes enfants, j'ai appelé tout le monde. Et j'étais réellement l'homme réellement qui avait peur. Et donc cet appareil en s'envolant, après une certaine trajectoire, c'est là qu'elle a commencé à avoir cette luminosité. Et voilà, la première fois que je les ai vus, je ne peux pas en dire plus, parce que c'est dans les ombres. Et mes yeux n'étaient encore pas faits ce qu'on appelle à la chose de la nuit. Marius de Wilde s'est éteint le 1er octobre 1996, à l'âge de 75 ans. Son histoire est l'un des cas les plus connus des années 50, pendant la fameuse vague d'OVNI, une affaire comportant de nombreux éléments, parfois contradictoires, et des sources difficilement vérifiables. Il se peut que j'ai omis certaines informations que vous pouvez me fournir en commentaire si vous en savez davantage que moi. Par exemple, je n'ai pas mentionné que le chien de Marius, Kiki, serait décédé 3 mois après l'incident, selon Marius lui-même, avec une mort directement liée aux événements. Je compte sur vous pour liker et commenter. De mon côté, j'ai acheté le livre de Wilde et je prévois probablement un live dédié au sujet. Je pense que ce serait intéressant de revenir plus en détail sur les affaires que je traite en vidéo, au cours de directs interactifs avec vous. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt sur Zone 51 TV.